Bonjour et bienvenue dans ce MOOC consacré au Business Model Canva. Qu'est-ce que c'est que ce Business Model Canva, aussi appelé le BMC? Il y a quelques années, il y a quelques centaines de consultants qui se sont dit, tiens, et si on pouvait simplifier la visualisation d'un business model. Plutôt que d'avoir un business plan qui fait 100 pages ou 150 pages dans lequel c'est assez compliqué de s'y retrouver, mais surtout de voir les interactions entre les différents éléments, on va imaginer un modèle qui simplifie la visualisation d'une organisation. Et ils sont mis à plusieurs, à quelques centaines, je pense que c'était 450, qui ont réussi à développer un business model en 9 blocs. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler pendant quelques minutes parce que vous soyez auto-entrepreneur, donc que vous développiez un nouveau projet, que vous soyez étudiant avec votre TFE à préparer, que vous soyez patron d'entreprise et que vous vouliez redévelopper, redéployer votre entreprise et imaginer un nouveau business model. Cet outil-là va vous y aider, je vous le garantis. Alors je vous propose simplement d'abord de le définir. Et puis après, de passer en revue les 9 blocs, les 9 éléments qui vont composer le Business Model Canva. Et ces 9 éléments, c'est ceux qui composent votre entreprise, votre organisation. Il faut bien entendu qu'ils soient complètement définis pour que la performance, pour que la réussite soit là. On prendra une étude de cas pour terminer et je terminerai avec une conclusion forte pour un nouveau départ pour vous, bien entendu. Alors, le Business Model Canva, c'est quoi exactement? Pour un patron d'entreprise, c'est d'adapter son business model par rapport à l'évolution de son environnement, par rapport aux nouveaux concurrents qui arrivent, par rapport aux nouvelles technologies qui lui permettent d'améliorer sa performance, etc. Et il faut que chaque année, il réfléchisse à son business model en se disant « Et aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours adapté par rapport à l'évolution du marché ?» Et donc, c'est vraiment le modèle économique de l'entreprise qui va être adapté par rapport au changement de son environnement économique. Mais comme je vous le disais en introduction, c'est aussi très bien de l'utiliser pour les porteurs de projets. De se dire « Tiens, et aujourd'hui, je pars d'une feuille blanche, sur laquelle il y a 9 éléments, et je vais remplir ces 9 blocs, ces 9 cases, avec les idées que j'ai qui vous permettront par la suite d'être performant, d'avoir un modèle économique viable, rentable et pérenne. Alors, quels sont les 9 éléments qui vont composer le business model de votre entreprise? J'en parle depuis quelques minutes maintenant, mais il est temps de les découvrir. Alors, certains de ces cases, de ces éléments, vont constituer la partie, le département Sales and Marketing. D'autres vont constituer le département production, gestion des ressources humaines, etc., logistique de l'entreprise. Et le troisième bloc, ce sont bien entendu l'aspect financier. Et si on le visualise comme on peut le visualiser, vous voyez qu'au-dessus à droite, il y a tout ce qui est description du client, description de votre proposition de valeur, de votre bénéfice, de votre plus-value, et alors les outils de communication, les outils de vente, les outils de fidélisation. Et donc c'est ce qui va définir ces 4 blocs-ci. Vous voyez qu'au-dessus, à gauche, mais vous avez 3 blocs qui sont plus destinés aux ressources. Vous avez tout ce qui est activité clé, vous avez tout ce qui est ressources clés et vous avez tout ce qui est partenariat. Et enfin, en dessous, on a 2 blocs qui sont liés aux finances, 2 cases qui sont liées à l'argent, avec ce que je gagne et avec ce que je dois dépenser. Et si vous regardez et si vous analysez ces 9 éléments-là, là, tout de suite, là, maintenant, vous remarquez que tous les départements de l'entreprise sont pris en considération. Et c'est assez surprenant parce que quand je fais remplir ça à un de mes clients ou à un de mes partenaires, je regarde par où il commence. S'il commence au-dessus à droite, c'est que c'est un vendeur. S'il commence au-dessus à gauche, c'est que c'est un chef de produit, c'est que c'est un ingénieur, c'est que c'est un logisticien. S'il commence en dessous, c'est que c'est un financier. Alors ça veut dire que ces blocs-là par lesquels il commence, dans lesquels il a le plus facile, vont être bien complétés, bien fournis. Mais il risque d'avoir des blocs qui sont vides. Et c'est à cause de ça, spécifiquement, qu'une entreprise peut avoir des difficultés à un certain moment dans son développement économique. Je vous invite à
analyser bloc par bloc qu'est-ce qu'il faut faire et comment le définir. Alors, ce n'est pas un business plan. Donc, on ne va pas être aussi précis que dans un business plan. On va prendre les éléments principaux. C'est un outil très visuel. Moi, pour mes activités, j'ai cet outil-là devant moi, sur mon bureau, pour pouvoir voir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Et peut-être que s'il y a des éléments qui vont venir modifier certaines de ces cases, quel est l'impact que ça va avoir sur le reste de l'organisation? Je m'explique. Si à un certain moment, je définis un nouvel outil de communication, participer à des salons, ça va avoir un impact sur, bien entendu, mes coûts. Ça va avoir un impact sur mes revenus, mais aussi sur la logistique, donc sur les ressources que je vais pouvoir déployer par rapport à ça. Donc on voit très facilement les liens qui vont se créer entre ces différents éléments dans ce canevas. Premier bloc, moi je commence toujours par qui est mon client. Donc c'est la case au-dessus à droite. Définir qui sont vos clients, quels sont les profils de vos différents segments et cibles. C'est fini le marketing de masse. C'est fini aujourd'hui de dire « moi je vais communiquer à la plus grande masse et on verra bien si quelqu'un achète mon produit ». Aujourd'hui, vous devez faire du profiling marketing, c'est-à-dire que vous allez définir 6, 7, 8 profils différents que vous allez développer en persona, donc que vous allez compléter en persona. Vous allez leur faire en fait leur carte d'identité. Avec, Sophie, c'est une femme qui a 30 ans, qui a 2 enfants et qui travaille, qui gagne très bien sa vie, qui aime bien le bio et qui fait du sport. Ça peut être mon premier profil. Donc définissez par rapport à votre produit, par rapport à votre service, qui sont les 6-7 profils différents qui vont être intéressés par celui-ci. J'ai envie de prendre comme exemple les produits de lessive Antoine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces produits de lessive. Ce sont 2 Parisiens, des hommes, qui se sont dit il n'existe pas de senteur de produits de lessive pour les hommes. Il n'existe que la lavande, la rose, etc. Logique quand on sait que les produits de lessive ont été développés dans les années 70, 80, 90, avec ces nouvelles fragrances, etc. Mais qu'on parle toujours de la ménagère en termes de personnes responsables des achats. Et il y a quelques années, il y en a 2 Parisiens qui se sont dit « Nous, on va faire un produit de lessive pour hommes qu'on a appelé Antoine, qui est vendu très cher dans des beaux packaging et ça cartonne. » Ils ont été très clairs dans leur cible. Nous, on vise les hommes qui ont des moyens financiers, célibataires ou pas, mais qui ont envie d'avoir des odeurs très masculines par rapport à leurs vêtements. Deuxième bloc, c'est le bloc central du business model Canva. C'est la proposition de valeur que vous allez offrir à vos cibles. Quelle est votre plus-value? Pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir? Quelle est la raison pour laquelle je devrais, si je dois comparer différents fournisseurs, dire « Ok, c'est avec vous que je travaille ». Et cette proposition de valeur doit vraiment être unique sur le marché. C'est vraiment ce qui va vous différencier de vos concurrents. Et il faut qu'elle soit réfléchie en permanence. En termes de facilité d'achat, en termes de caractéristiques distinctives du produit, en termes de packaging, en termes d'image de marque, en termes de prix, que sais-je. Mais vous devez avoir une proposition de valeur qui vous différencie fortement, mais qui réponde parfaitement aux besoins des cibles que vous avez choisies, que vous avez définies. Troisième bloc, c'est entre votre proposition de valeur et les cibles, quels sont les moyens de communication et d'achat. Donc c'est tous les points de contact qu'il va avoir entre votre entreprise et son marché. Alors ces points de contact, c'est peut-être une demande d'information de la part d'un prospect qui veut se renseigner sur vous. Ces points de contact, c'est peut-être un besoin de communication de votre part, la publicité, etc., votre vitrine si vous avez un magasin, votre enseigne, votre flyer, votre prospectus, vos commerciaux, etc. Ça peut être aussi tous les moyens d'achat. On parle beaucoup aujourd'hui de cross-canal, c'est-à-dire de démultiplier les canaux de vente pour pouvoir toucher les différents profils où qu'ils soient. Je ne vais pas toucher de la même manière un junior qu'un senior, je ne vais pas toucher de la même manière une petite entreprise qu'une multinationale, etc. Donc il faut que vous définissiez tous ces points de contact qui sont possibles entre votre marché et vous, qui sont possibles, mais surtout qui sont souhaités par votre marché parce que le client aujourd'hui vote avec son caddie.
Et s'il a défini qu'il voulait acheter votre produit sur le web et que vous n'êtes pas présent sur le web, vous allez rater une vente. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est impossible d'être partout. Le risque est que si vous n'êtes pas là où veut vous trouver votre prospect, ben vous ratiez les ventes, le client vote avec son caddie et malheureusement, ça débouche sur pas mal de faillites. Quatrième bloc, on est toujours dans le sales and marketing, c'est la fidélisation du client. C'est que le client devienne vraiment votre ambassadeur, votre partenaire, qui fasse un bouche à oreille positif. Il veut vraiment que vous personnalisiez, suivant son historique d'achat, etc., les propositions commerciales que vous lui faites. Ah ben, utilisez les données que vous possédez sur vos clients grâce à votre CRM, donc un logiciel de gestion de la relation clientèle, mais vous allez personnaliser vos offres. Vous allez l'inviter à des événements, votre client. Vous allez faire en sorte qu'il soit votre VIP lors de différentes actions commerciales. Mais surtout, faire en sorte que le bouche à oreille qu'il fasse par rapport à vous soit énorme. C'est la meilleure des publicités. Et dans pas mal d'entreprises, on appelle ça le Net Promoter Score, c'est-à-dire le score qui va définir si nos clients deviennent des promoteurs de notre marque, s'ils ont envie de parler de nous. Et c'est un KPI, ce qu'on appelle un KPI, c'est-à-dire un indice clé de performance qui va définir si l'entreprise offre une expérience client positive, l'entreprise continue à séduire ses clients, l'entreprise a mis sur pied des outils de fidélisation de ses clients qui leur plaisent. Et donc, ils ont envie d'en parler. Ces 4 blocs me permettront d'avoir du revenu. Et donc, dans la case inférieure droite, vous allez définir sur quoi est-ce que votre entreprise gagne le plus d'argent. Quels sont les outils, les produits, les services qui vont vous permettre d'avoir un maximum de rentabilité. Okay. Je parle vraiment des grandes tendances. Je ne vais pas parler du petit service qui va vous ramener quelques clopinettes comme ça fin d'année. Et donc vous allez définir, ok, là-dessus je gagne ma vie, j'ai une belle marge, je fais un beau chiffre d'affaires, j'ai peut-être de la récurrence. Vous allez définir aussi, est-ce que vous êtes dans du one-shot ou dans de la récurrence? Et faire en sorte d'avoir des abonnements par rapport à vos produits, ce genre de choses, permettront d'avoir la récurrence et d'avoir une augmentation de votre chiffre d'affaires de manière très facile. On passe à gauche avec la définition de votre métier. Quelle est votre mission? À quoi est-ce que vous servez? Donc, quelle est votre activité principale? Il faut la définir avec son nom, avec sa marque, avec sa largeur de gamme, sa profondeur de gamme. Il va falloir effectivement définir ce que vous faites. Quelle est votre place sur ce marché en termes de services ou de produits, je le répète. Et donc, dire que vous êtes entrepreneur en bâtiment, que vous faites de la construction, de la rénovation, que vous aménagez ou que vous vendez et louez des bâtiments, etc. Vous allez le définir. Vous allez vraiment définir quelle est votre mission d'activité. C'est pourquoi est-ce que vous avez créé cette entreprise? Pour offrir quoi au marché? Ensuite, vous allez définir quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser, les ressources que vous possédez. Alors ça peut être des ressources en termes de moyens humains, donc des hommes, des femmes, des compétences qui sont là pour vous aider à réussir votre activité, votre mission. Ça peut être des moyens logistiques, par exemple une flotte de véhicules, des hangars, une usine en termes de fabrication, etc. Ça peut être aussi des marques ou des brevets déposés. Quels sont tous les éléments sur lesquels vous pouvez compter pour pouvoir réussir votre mission? Si vous n'avez pas assez de ressources internes, il va falloir aller les chercher à l'extérieur de l'entreprise et développer des partenariats. Je parle vraiment de partenariats, c'est pas « oui, j'ai un fournisseur avec qui je m'entends bien ». Des partenariats, des collaborations fortes. C'est avoir un objectif en commun et c'est pouvoir partager les ressources pour atteindre cet objectif en commun. Alors ça peut être un département informatique que vous n'avez pas en interne qui va développer des applications pour vous. Ça peut être un département logistique, c'est-à-dire de livraison, parce que vous n'avez pas de flotte de véhicules qui vous permettent d'avoir une rentabilité assez importante en termes de livraison. Bref, quelles sont les complémentarités en termes de ressources que vous allez aller chercher dans d'autres entreprises? Mais tout ça, ça a un coût. Et il va falloir définir ce coût-là. Quels sont tous les éléments les plus coûteux qui vont peut-être diminuer votre rentabilité ou qu'il faudra prendre en considération pour
améliorer les marges dans votre entreprise. Et vous allez lister les coûts principaux et puis alors après les comparer par rapport aux revenus principaux en se disant « Ok, par rapport à mes différents produits, par rapport à mes différents services, par rapport à ce que je propose, il y a un équilibre positif et il y a une rentabilité derrière. » Donc comme vous le voyez, 9 blocs, 9 éléments qui vont préciser, présenter votre business model. Que vous le présentiez à un banquier pour avoir un investissement supplémentaire, à un partenaire, à un client, bref, à quelqu'un qui a un intérêt à comprendre facilement votre organisation. Je vous garantis beaucoup d'efficacité avec ce business model. Je vous avais dit que je vous présenterai une étude de cas. Une étude de cas d'une entreprise qui n'est pas une PME, mais que vous connaissez parfaitement, c'est Nespresso. Et donc, comme vous le voyez, Nespresso, mais ils ont différents blocs. Et alors, on voit le bloc ici dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le bloc de clients. Le client Nespresso, la cible Nespresso, c'est le particulier chez lui ou au bureau qui veut un café de haute qualité. Et qu'est-ce qu'on va leur proposer? La proposition de valeur, c'est de leur amener effectivement chez eux un espresso avec 12 ou 14 bars de pression. Donc vraiment quelque chose qui normalement ne se trouve que dans les brasseries, dans les restaurants. Entre les deux, donc on va avoir ici entre les deux les circuits de communication et les circuits de fidélisation. Comment est-ce qu'on peut acheter le café? En téléphonant, par Internet, etc. ou avec le catalogue. Et la carte de fidélité, vous êtes membre Nespresso dès que vous achetez du café, ce qui va vous permettre d'avoir une certaine rentabilité. Et donc, on voit ici très clairement qu'ils ne gagnent pas leur vie sur les machines. Ce n'est pas leur métier. Ils ont des partenaires pour ça. Leur métier, c'est du café. Et donc, ils vous proposent un café qui vaut plusieurs dizaines d'euros du kilo. Mais pour réussir à vendre ça, il va falloir qu'ils aient des ressources et qu'ils définissent leur métier. Leur métier, c'est simple, c'est fabriquer, communiquer et fidéliser leurs clients. Pour ce faire, ils ont des usines, ils ont du marketing et ils ont des moyens logistiques importants. Ce qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'ils ont développé avec leurs partenaires là-bas, c'est effectivement la fabrication des machines à café. Et enfin, qu'est-ce qui leur coûte? On voit que la publicité, la fabrication et la livraison leur coûtent cher. Mais vous remarquez que la publicité est un des 3 éléments principaux en termes de coût. Donc on peut imaginer qu'il y a 30%, 20 à 30% du chiffre d'affaires qui est réinvesti dans la communication, dans la publicité qu'on voit ici derrière moi. En conclusion, je vous dirais simplement de pouvoir visualiser très facilement votre business model grâce à cet outil, à ce canvas-ci. Mais il ne doit pas rester statique. La force de cet outil, c'est que vous pouvez très facilement le chambouler et que vous voyez l'impact d'une modification d'un bloc à l'autre du business model. Et tous les ans, s'il vous plaît, vu qu'on est dans un monde qui change de plus en plus vite, tous les ans, penchez-vous sur votre BMC, sur votre business model Canva en disant qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que ça a impliqué comme modification dans le reste des éléments pour pouvoir en dessous avoir toujours cette rentabilité optimale. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt dans un autre MOOC consacré au management.